Alors, bonsoir, bonsoir. Ah, je vois Léna qui se connecte et je vais l'inviter tout de suite. Alors, Léna. Oups. Et... Alors, bonsoir à tous. J'ai lancé l'invitation à Léna. Est-ce que... Alors, ça c'est vraiment le problème d'Instagram. Ah, j'ai reçu sa demande. Et normalement, ça devrait être bon. Accepter. Accepter. Alors normalement, Léna, tu as dû recevoir ma demande. Hmm. Alors ce qu'on va faire, parce que ça arrive souvent avec Instagram, c'est qu'on va relancer le live. Parce que j'ai beau accepter Léna et ben, je sais pas ce qui se passe, ça saute. Ah, ok. Ah, Ça y est, ça a été laborieux, mais on y est ouais, mais arrivé. ça arrive souvent sur Instagram. Écoute, j'ai pas l'occasion d'en faire souvent des lives, et j'ai pas fait ça depuis fort longtemps, donc écoute, on y est arrivé, c'est tout ce qui compte. Ah, bonsoir Léna. Salut, comment ça va? Ben, ça va super. Tout d'abord, bah, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, merci de m'avoir invité. Ça fait toujours invité. Pour un sujet qui est très dense. On va essayer de parler on va parler du lipodème, on va parler de TCA, de dysmorphophobie, et puis on va aussi parler de l'opération que tu as eue il y a un mois, un peu plus maintenant. Ouais, oui, moi et quelques jours. Donc on va essayer d'aborder tous ces sujets et dans un premier temps, bah, je vais me présenter. Comme ça, après, je te laisse la parole et tu te présenteras et puis on attaquera dans le vif du Ça sujet. marche. Si ça te va. Et puis, ce que je propose, c'est que s'il y a des questions, on les traite à la fin. Ok, je te laisse gérer le truc comme tu le souhaites. D'accord. Alors moi, je suis Najwa, je suis de la région lyonnaise, je suis sophrologue spécialisée dans les troubles alimentaires, la dysmorphophobie, puis j'accompagne aussi les personnes qui sont victimes de violences. J'habite dans la région lyonnaise, je crois que je l'ai déjà dit. J'ai un fils qui a 7 ans, et puis voilà, je suis mariée. Et, voilà, je suis ravie d'être parmi vous pour un sujet qui est mal connu, peu connu, je dirais même. Euh, et puis voilà, je te laisse la parole, Léna. Ça marche. Eh ben moi, donc, c'est Léna, mais ça, je crois que tout le monde l'avait saisi. J'ai 37 ans, j'habite dans le sud de la France. Je suis maman de 2 enfants de 13 et 4 ans. Je suis infirmière depuis 8 ans et j'ai repris mes études il y a 3 ans pour être ostéopathe. Donc, il me reste encore 2 ans d'études. Et, D'accord. et je suis ravie que tu m'aies invitée pour parler effectivement de ce sujet euh, qui est pour moi un sujet de santé publique, Ouais. qui est le lipœdème et qui est très souvent lié aux troubles du comportement alimentaire. Enfin, les deux sont étroitement liés. Donc, je suis ravie d'en parler avec toi ce soir, en espérant que ça puisse peut-être aider des gens qui nous regardent. Ouais. Ah bah, je pense et j'espère aussi. Alors, pour poser un petit peu le cadre, qu'est-ce que le lipodème? Ok, bah, Une là, je me présente définition. avec mes mots à moi, parce que le but, c'est quand même que le dialogue parle à tout le monde. Donc le lipœdème, c'est une maladie donc du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est un peu ce qui va venir combler les espaces entre les muscles, les nerfs et la peau, en gros. Et le tissu adipeux, donc la graisse, fait partie du tissu conjonctif. Donc c'est une maladie du tissu conjonctif, donc du tissu adipeux,
Euh, on n'a pas encore exactement les causes et les mécanismes de la physiopathologie de la maladie précises. Il y a des doutes. Alors, il y a plein de pistes, il y a plein d'hypothèses, mais c'est quand même très compliqué. On est sur l'analyse des cellules de la graisse. Enfin, je pense que c'est pas le sujet du live de ce soir. Et donc, en fait, il va y avoir une anomalie de cette graisse dans sa répartition, dans sa structure. Euh, Elle va venir se localiser principalement sur les membres inférieurs. Ça touche aussi les bras. Chez 30% des femmes qui sont atteintes de lipœdème, ça peut toucher les bras. Mais voilà, après, il y a sans cesse finalement des nouvelles études qui sortent et ça peut, enfin, des nouvelles approches aussi selon les chirurgiens, les médecins qui se penchent sur cette maladie et une grande phlébologue américaine, le docteur Herbst, elle pense que ça vient aussi toucher le ventre. C'est une maladie, donc, comme je disais, du tissu conjonctif qui va être douloureuse, qui va avoir un vrai impact sur la santé des femmes. Ça n'a pas qu'un impact esthétique. Mm. Maladie qui se déclare très souvent à la puberté et qui va évoluer en fonction de la vie hormonale de la femme, elle touche quasiment exclusivement que des femmes. Et cette maladie, elle est sensible aussi aux grosses variations de poids. Voilà, donc ça c'est en gros là, pour décrire la maladie. Et donc comme je disais, ça va être, enfin, les symptômes sont variés, mais on retrouve chez la plupart des femmes touchées donc une graisse qui est noduleuse, ça fait des espèces de Ouais. petits grains, gros nodules carrément. Donc l'apparence n'est pas l'apparence de la peau, on va dire, alors que bon, c'est la graisse dessous qui est malade, mais voilà, n'est pas jolie entre guillemets aux yeux de la société, n'est-ce pas? Euh, et ça va, comme je le disais tout à l'heure, toucher énormément les membres inférieurs. Ouais. Voilà. Après, je ne sais pas jusqu'où aller dans la description de la maladie, mais D'accord. Alors, j'ai pensé un petit peu à tort parce que je t'avoue que j'ai connu cette maladie un peu plus profondément grâce à ton compte, mais aussi j'ai une cliente, une consultante qui était touchée par le lipodème. Pour moi, c'était de la cellulite. Voilà. oui, alors, Je c'est- connaissais vraiment à peine le contour de la maladie qu'est le lipodème. mais Et quelle est la différence entre... ouais, mais c'est très difficile de faire la différence entre cellulite et lipœdème et entre obésité liée au lipœdème ou obésité pas liée au lipœdème. Le problème du lipœdème, c'est qu'il n'est pas. Donc, comme je disais, on ne connaît pas les causes. Il y a plein de pistes, il y a plein d'hypothèses. On sait à ce jour comment à peu près réussir à canaliser la maladie autant que possible grâce au traitement conservateur. Il y a aussi l'option de la chirurgie quand on est sur des stades trop avancés. La réalité de la littérature scientifique, c'est que normalement, on est éligible à la chirurgie quand on est sur une durée de traitement conservateur de 6 mois avec un échec. C'est-à-dire qu'on fait le traitement conservateur parfaitement, en respectant les 4 axes du traitement conservateur, on pourra en parler après. Et malgré tout ça, il n'y a pas d'amélioration ni de la mobilité, ni des douleurs, ni de l'aspect des membres qui sont touchés. Et donc là, effectivement, on envisage la chirurgie. Mais c'est très difficile de faire la part des choses, visuellement, en tout cas comme ça, entre de la et, et du lipœdème, effectivement. Ce qui va D'accord. être plutôt un signe évocateur, c'est le fait que les lipœdèmes, donc ça touche les membres, c'est bilatéral, c'est jamais unilatéral, donc ça touche les deux jambes. Il n'y a pas une jambe qui Mhm. peut être touchée D'accord. par du lymphœdème. Euh, le, souvent, le tronc est assez fin par rapport au reste du corps. Mais ça, après, ça peut être biaisé par les femmes qui ont du lipœdème dans le ventre, comme moi, par exemple. C'est-à-dire que si tu vois sous mes côtes, effectivement, j'ai un petit tronc, mais bon, après, j'ai fini par avoir du lipœdème sur l'abdomen devant, donc ça biaise le truc. Mhm. Euh, donc, c'est pas un vrai repère, mais c'est difficile. Alors, c'est à la fois facile et à la fois difficile de faire le diagnostic du lipœdème parce qu'il y a effectivement des choses qu'il faut éliminer qui peuvent être aussi la cause D'accord. de Alors justement, quels ont été les signes évocateurs pour toi de bah, les symptômes, si on peut parler de symptômes, les signes avant-coureurs, comment tu as réalisé que quelque chose n'allait pas?
Alors, en réalité, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. J'ai de très mauvais repères temporaux-spatiaux, c'est catastrophique. Donc, j'espère que je ne vais pas trop m'embrouiller dans les sauts en arrière. Je dirais qu'il y a 2 ans, oui, ça doit être ça, il y a 2 ans et demi, euh, j'ai rencontré quelqu'un dans la vie, une nouvelle connaissance qui est touchée par le lipœdème, mais qui, elle, avait la forme poteau, les jambes poteau, Oui. comme on dit. Mm. Moi, c'est mon cas. Moi, j'ai une très grosse culotte de cheval, mais mes chevilles sont fines. Euh, Mm. Bonsoir à tout le monde qui arrive, pardon. Je suis dans le fil du truc et du coup, je lis pas les matins. Là, je viens de voir bonsoir, donc je dis bonsoir. Euh, et donc, cette nouvelle connaissance, cette amie qui est maintenant une amie, était touchée, mais je me suis dit bah, que c'était pas mon cas, même Mm. si elle apportait des choses de son parcours de vie qui étaient très similaires, notamment dans comment ça s'est déclenché, à quel âge, qu'est-ce que ça a entraîné derrière dans les troubles du comportement alimentaire, justement, et le rapport à l'alimentation jusqu'à ce qu'on soit adulte, quoi. Et puis après, c'est voilà, en faisant des recherches sur les réseaux, sur des sites internet, que je me suis dit, non mais en fait, il n'y a pas que les jambes poteaux, quoi, au niveau du lipœdème, il y a aussi d'autres, enfin, il peut y avoir d'autres apparences, d'autres formes. Et c'est là que j'ai compris que j'étais probablement concernée, parce que je cochais toutes les cases de l'évaluation clinique qu'on fait pour diagnostiquer. Et c'est la chirurgienne qui m'a diagnostiqué en mai, quand j'ai eu un rendez-vous D'accord. en visio avec. Et après, moi, pour ce qui me concerne personnellement, les signes avant-coureurs, mais ça, je ne savais pas que c'était des signes avant-coureurs à l'époque, c'est que j'ai commencé à la puberté à avoir une culotte de cheval qui se dessinait, alors que je n'avais rien changé à mon alimentation, que j'avais rien. Est-ce que tu peux nous parler de ça, justement, le fait de prendre du poids ou d'avoir des formes qui se dessinent Ouais, et des conseils qu'on peut te donner ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est épique parce que, enfin, c'est l'histoire de toutes les femmes, enfin pas de toutes, mais de beaucoup de femmes atteintes de lipœdème qui sont, je pense, à des stades assez avancés comme moi, c'est-à-dire qui ont une apparence de grosses ou de femmes costauds. Euh, euh, Mon Dieu, j'ai bugué ta question. Pardon. par rapport à... Donc j'ai commencé à avoir une culotte de cheval qui apparaît à l'adolescence. Et j'ai des parents, enfin mon papa était décédé, mais il était complètement obnubilé par la minceur. Ma mère, elle est un peu pareille. Donc du coup, j'ai commencé à avoir cette culotte de cheval. Mes parents ont commencé à s'inquiéter. Du coup, on m'a mis au régime. On m'a amené voir des diététiciens, etc. Et ça, je pense que ça a été la chose à ne pas faire, qu'il ne faut surtout pas faire pour vos filles, pour les personnes qui nous regardent et qui sont déjà sur des stades supérieurs, qui ont des enfants, des filles potentiellement qui peuvent avoir la même maladie. Il ne faut pas commencer à faire des régimes en fait. C'est l'erreur dramatique à faire parce qu'on s'en sort pas, parce qu'on rentre dans un cercle vicieux où effectivement Ouais. on va perdre un peu de poids, mais on ne perd pas la zone qui est atteinte parce qu'il faut savoir que la graisse du lipœdème est récalcitrante à l'exercice physique, à la restriction alimentaire et même à la chirurgie bariatrique, donc la chirurgie de l'obésité. Cette graisse-là, vous pouvez jamais la faire partir comme ça, en vous restreignant, même en arrêtant de manger complètement. Donc en fait, on rentre dans un cercle vicieux où on commence on rentre dans des troubles du comportement alimentaire parce qu'à un moment donné, se restreindre pour perdre du Pas poids, c'est. suffisant, donc on y va encore plus. J'ai pas compris, pardon. Tu vas te restreindre, mais ça va pas être suffisant, donc tu y vas encore plus fort dans la Oui, restriction. C'est ouais. un peu... Tu vas plus fort dans la restriction et en plus, tu es content parce que tu perds du poids. T'as pas perdu la forme, Ouais. mais tu perds la graisse saine et du muscle, quoi. Mm. Donc, tu changes quand même un peu d'apparence. Donc, les gens te félicitent et te disent, ah, mais qu'est-ce que tu es belle comme ça te va très bien, machin. Donc, voilà, mais tu regrossis parce que tu finis par remanger normalement à un moment donné, ce qui est complètement logique. Et donc tu reprends du poids parce que c'est l'effet yo-yo et que c'est comme ça. Et si ton corps tu le restreins pendant des mois, quand tu recommences à manger normalement, il va venir stocker tout ce qu'il peut stocker pour pas que tu lui refasses le coup. Et donc tu rentres dans un cercle vicieux. Donc tu regrossis, sauf que de regrossir après une grosse variation de poids, ça fait flamber le lipœdème aussi. D'accord. T'en sors jamais. Mm. Voilà. Et après, tu as les variations hormonales, donc tu tombes enceinte, pareil, rebelote, ça fait flamber le lipœdème. Moi, pour mon fils, j'ai dû faire la PMA, donc avec des injections de stimulation ovarienne. D'accord.
a été apocalyptique. Et donc, et voilà. Et après, j'ai fait un énième régime après mon fils à 34 ans, où j'ai perdu 10 kilos, mais parce que je ne mangeais plus qu'un seul repas par jour. Et quand j'ai recommencé à manger normalement le soir avec ma famille, je mange vraiment bien, puisque ça fait 3 ans que je mange anti-inflammatoire, parce que j'ai aussi une sclérose en plaques, mais voilà, ça fait 3 ans que j'ai une alimentation vraiment nickel. Et ben malgré tout, quand j'ai recommencé à manger normalement, juste un repas le soir en plus, ben, j'ai regrossi. Et donc là, ça a été le dernier yo-yo le plus explosif qui m'a fait, voilà, je me suis retrouvée à un stade de poids et de lipœdème et d'apparence que j'avais jamais atteint. Et je me suis retrouvée avec des douleurs horribles dans les cuisses, parce que du coup, la particularité du lipœdème, c'est que la graisse, elle est inflammatoire et inflammée. Donc ça crée vraiment des douleurs dans les membres terribles. Ça peut entraîner des douleurs neuropathiques. Enfin, c'est vraiment un vrai problème médical. Et je me retrouve aussi, du coup, altérée dans ma mobilité. C'est-à-dire que je sors avec mes copines l'été dans une fête. Danser des heures d'habitude, là, je me retrouve, je ne peux plus danser 10 minutes d'affilée sans être obligée de m'arrêter. J'ai l'impression que mes jambes ne se déplacent plus comme il faut. Enfin, c'est vraiment terrible. Donc, effectivement, il y a eu toujours des variations de poids énormes, avec toujours des encouragements à maigrir de la part des professionnels de santé. C'est-à-dire que j'ai dû en voir. Sincèrement, mais je pense que, voilà, encore une fois, toutes les femmes qui peuvent être à mon stade se reconnaîtront, puis même des femmes de toute façon en surpoids qui s'en sortent pas avec leur poids aussi. C'est que j'ai toujours dit, il y a personne au monde qui ne sait mieux manger qu'un gros ou qu'une grosse en fait. C'est juste qu'on est toujours en échec pour une raison ou pour une autre. Alors voilà, moi c'était pour le coup une raison. Il y a une pathologie dessous, mais ça peut être autre chose. Et on est toujours en échec en fait finalement de cette perte de poids, quoi. Et c'est dramatique parce qu'on continue à nous demander de perdre du poids, quoi. Ça ne change pas. Et comment tu expliques le fait qu'il y ait cette méconnaissance de la maladie? Ah bah alors c'est très alors ça c'est des suppositions. La maladie en 1940 aux États-Unis ils en parlaient déjà. Il y a déjà dans les livres de médecine ils décrivent le lipœdème, le type, il y a des photos et tout, des photos de 1940, c'est hallucinant avec la clinique, donc les symptômes présents chez toutes les femmes actuellement qui ont un lipœdème. Donc c'est pas nouveau, ça fait depuis presque 100 ans finalement qu'on en parle. Euh, c'est terrible ce que je veux dire, mais c'est juste une maladie qui rend gros et une maladie de femme. Donc en fait, c'est pas très important, quoi. Mmh. Comme l'endométriose, Il faut faire des on raisons. a toujours été des hystériques et des nanas qui se plaignent, mais en réalité, bah voilà, ça y est, ça fait 10 ans qu'on comprend qu'on n'est pas juste des hystériques. Bah, c'est un peu la même chose lipœdème, je pense, tout simplement. Parce que D'accord. ça touche, c'est sous-diagnostiqué, mais en pourcentage, c'est 10% des femmes. Donc c'est juste énorme, en fait. C'est autant que l'endométriose. Donc c'est une femme sur 10 qui potentiellement Ouais. a la maladie. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de stades. Quels sont les stades du lipodème, Il justement? y en a 4. Le premier stade, bon, on y passe tous, hein, forcément. On y se passe toutes, pardon. Franchement, si maintenant qu'on fait les choses, alors on ne peut pas jamais prédire ce qui va arriver dans l'avenir. C'est une maladie chronique, donc c'est dur d'évaluer son évolution. Mais à ce jour, si on a un stade 1 et qu'on suit scrupuleusement, qu'on essaye de faire au maximum le traitement conservateur, donc c'est très simple, c'est alimentation anti-inflammatoire autant que possible, port de contention à maille plate rectiligne, c'est pas de la contention circulaire classique comme Mmh. les femmes mettent, Mmh. ça c'est pour les maladies veineuses alors que le lipœdème n'est pas une maladie veineuse. Faire de l'exercice, lutter contre la sédentarité, on va dire, et si possible des drainages lymphatiques manuels de temps en temps. Si une femme qui est en stade 1, elle fait tout ça, bah franchement, je pense qu'elle peut peinard toute sa vie. Je me comprends. Après, on peut pas prédire les hormonales, etc., les grossesses et tout ça, mais c'est le plus petit stade d'apparence. Franchement, on peut avoir une apparence mince, mais être atteinte quand même. Le stade 2, Est-ce qu'il est douloureux le stade 1? pardon, Est-ce qu'il est douloureux le stade 1? c'est hyper subjectif. C'est toujours D'accord. Ouais. les maladies, c'est comme une nana qui a de l'endométriose. Des fois, elles ont une lésion et kiki, elles soufflent martyr. Ouais. Il y a des nanas au diaphragme, mais elles ont pas mal, quoi. D'accord. Donc ça, la douleur, voilà, c'est impossible de catégoriser. C'est pas stade 1, j'ai Ouais. pas mal. Elles peuvent avoir mal, bien sûr.
Et c'est souvent ce qui motive le choix de l'opération. C'est ce qui devrait de toute façon motiver le choix de l'opération, Mm. clairement, et, et l'altération de la mobilité. Et puis après, voilà, les stades évoluent jusqu'au stade 4, sachant que le stade 4, c'est le stade terminal de la maladie, entre guillemets, qui se complique souvent d'un lymphœdème. C'est-à-dire qu'à force d'avoir un œdème de graisse et de cette graisse malade, ça va détruire un peu le système lymphatique. Et donc, le lipœdème se complique d'un lymphœdème. Donc, c'est un Ouais. lipœdème. Et ça, pour le coup, moi, je l'ai très souvent rencontré parce que je suis infirmière, donc je disais, tout au long de mes... J'ai fait plein de lieux d'exercice. Et il n'y a pas un lieu d'exercice que j'ai fait où j'ai pas rencontré plusieurs vieilles femmes, vieilles dames, qui ne sont pas touchées, quoi. Et qui, du coup, elles ont des complications cutanées avec des ulcères, Ouais. des plaies sur les jambes. Voilà, ça devient compliqué et perdent totalement leur autonomie et finissent en EHPAD ou à devoir être lavées par des infirmières libérales parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Et c'est dramatique parce que ça, c'est des choses que maintenant, on va pouvoir éviter. Mais pour ça, il faudrait que, voilà, que le système de santé suive et on va se battre pour ça. Mais à ce jour, c'est compliqué. Il faut être autonome dans son parcours de soins. Et qu'est-ce qui se passe le jour du diagnostic, quand on te dit, voilà, vous êtes atteinte de l'hypodème? Qu'est-ce qui se passe Pour moi ou pour les gens? Parce que je suis pas... alors, alors, pour toi et pour les Ouais. gens en général, bien sûr, on fait des généralités. Euh, pour moi, ça a été une renaissance. Ça a été, ça a été que du bonheur. C'est terrible à dire, mais ça a été juste un poids de 600 kilos de culpabilité qui pesait sur mes épaules depuis 24 ans, qui s'est vautré par terre. Et du jour au lendemain, j'ai su montrer mes jambes en photo sur les réseaux. Enfin, ça a été une libération, mais vraiment psychologique énorme, énorme, énorme. Et ça m'a beaucoup aidé dans la gestion de ce qui me restait à gérer, on va dire, des troubles du comportement alimentaire. Parce que j'avais commencé en amont, bien sûr, à essayer de m'en débarrasser. Euh, les femmes en général, alors après, moi, c'est particulier parce que j'ai aussi une sclérose en plaques. Donc, j'ai déjà eu un diagnostic il y a 3 ans d'une maladie qui est quand même pas ouf. Et qui est quand même très grave. Donc, pour moi, du coup, c'est pas du tout une question de minimiser, c'est que c'est une question de libération, vraiment, quoi. Mm. Et ça a fait tomber ce poids de culpabilité qu'on a toujours mis sur mes épaules, où on m'a toujours dit que c'était moi la responsable Ouais. de mon surpoids. Alors que je faisais tout pour ne pas l'être, un surpoids, et que j'avais une super hygiène de vie, etc. Mais par contre, les femmes en général, quand même, avec qui je discute du coup beaucoup sur Instagram, que j'essaye d'aider, il y en a quand même une bonne partie à qui ça fait un choc et qui ont du mal et qui ont besoin de cette vraie période de deuil qui existe dans l'annonce de toutes les maladies chroniques, Mm. la colère, la tristesse, la négociation, etc. Et ça se respecte complètement parce que c'est une maladie chronique, effectivement, et qu'il va falloir s'en occuper toute la vie, quoi. On ne guérit pas du lipœdème. Les chirurgiens qui disent qu'on guérit du lipœdème, c'est des mythos. Il faut partir en courant. Ça n'existe pas. On ne peut pas savoir si on a enlevé toutes les cellules malades quand Mm. on est en train de faire. Il n'y a pas de caméra au bout d'une canule d'aspiration. C'est des mensonges. Donc, moi, un chirurgien qui ment, je me casse en général. Et donc, on ne guérit pas du lipœdème. Donc, je comprends que ces femmes, elles aient besoin d'un temps d'acceptation. C'est tout à fait quoi. Mais voilà, moi, c'est sûr que pour moi, ça a été une libération, c'est certain. Et par rapport aux proches, comment on le vit? Bah, pareil, du coup, ça vient. Moi, j'étais assez fière de dire aux gens qui m'entourent, bah, je sais que vous m'avez vu maigrir et grossir toute ma vie, parce que c'est l'histoire de ma vie, quoi, de perdre 20 kilos, d'en prendre 30, de perdre 30 kilos, d'en prendre 40. Enfin, j'ai fait ça tout le temps, quoi, toute ma vie, hein. De leur dire, ben, en fait, c'est juste pas ma faute, quoi. Juste, il y a un Mm. problème hormonal. Enfin, c'est pas, j'ai pas un problème hormonal, mais j'ai une maladie liée aux variations hormonales, métaboliques, qui fait que j'ai cette graisse disharmonieuse sur mes jambes, sur mes bras, que j'arrive pas à m'en dépêtrer, que du coup, bah, je fais toujours des régimes alors que j'ai une alimentation nickel, donc je ne devrais pas faire de régime en réalité. Oui. Et ça fait du bien en fait. Franchement, moi, ça me fait du bien Alors, je subis toujours la grossophobie, hein, puis alors là, en m'étalant sur les réseaux, c'est encore pire, quoi, hein. Les Italiens, ils sont champions d'ailleurs, que j'ai qu'à manger moins de cochonneries et mettre mon argent dans... Ça m'éviterait de mettre de l'argent dans des opérations. Donc on a beau répéter, faire des légendes, dire que c'est une maladie, qu'on n'y peut rien, qu'on mange super bien. Les gens ont du mal avec ça, mais de toute façon, les gens ont du mal avec les gros de base.
Et Raccourci entre surpoids, obésité et la malbouffe. complètement, Ouais, c'est c'est faux, ouais. dramatique. C'est d'autant plus dramatique que, en même temps que du coup j'ai découvert, bon, bah, que je m'intéresse au lipœdème et que je me bats, etc., pour faire reconnaître cette maladie. Je m'intéresse aussi à pourquoi on est gros tout court, quoi. Pourquoi il y a des gens qui sont gros, pourquoi il y a des gens qui ne le sont pas. Parce qu'à un moment donné, il faut pas sortir de Saint-Cyr enfin, pour voir, même dans son propre entourage, qu'il y a des gens qui bouffent comme des gorées, qui sont maigres comme des clous. Il y a des gens qui Mm. font 10 fois moins et qui profitent de tout, qui vont prendre 10 kilos parce qu'ils ont mangé un croissant, quoi. Enfin, je n'ai pas fait d'études, quoi, pour voir ça. Et je pense que ça, tout un chacun qui ne soit pas trop individualiste peut l'observer dans son proche. Le poids ne veut pas dire bonne santé. Et le poids ne veut pas dire bonne santé. Et ça, j'avais failli dire un gros mot, mais il y a des études sur des 800 000 personnes, quoi, qui le prouvent. C'est un truc de dingue. Mais personne dans la médecine ne se remet en question là-dessus. Et donc, tant que la médecine ne se remettra pas en question là-dessus, les gens continueront d'avoir des comportements grossophobes et des troubles du comportement alimentaire parce qu'on va toujours c'est leur faute, alors que non, le génome influe dans le poids que je vais faire quoi, à la fin. Et c'est terrible quand même ça. Et je vous parle d'études, mais sur 800 000 personnes, c'est un truc de ouf. On a testé presque 1 million de personnes. Et on ne sait pas quel est le rôle encore des protéines, etc. Mais ça existe, c'est vrai, c'est réel. Et Oui, pas c'est de la science, quoi. C'est pas si simple que ça. les mecs qui sont professeurs en génétique, ils te sortent des trucs et les médecins les écoutent pas. Mais moi, ça me fait halluciner, quoi. Donc, il faut vraiment que la société française, elle Justement, évolue là-dessus. vers qui tu t'es tourné, toi? Comment? Vers quel médecin tu t'es tourné? Euh, pour le lipœdème? Mm. Eh ben, vers la chirurgienne, D'accord. parce que la chirurgienne spécialisée en lipœdème, Parce que c'est le hasard? Parce qu'on te l'a conseillé? Parce que c'est le hasard? parce que j'ai suivi mon amie Charlotte, Lipofit même sur Instagram, qui entamait son parcours d'opération avec Ah, donc chirurgienne du coup, et que j'ai vite vu que son CV de chirurgienne vasculaire et son expérience en chirurgie du lipœdème n'était pas la même que d'autres chirurgiens que j'ai pu voir sur les réseaux. Ses résultats sont très beaux, harmonieux. Enfin, elle est honnête et réaliste sur ce qu'on peut attendre d'elle et de l'opération, et je trouve ça très bien. Et donc, du coup, je me suis tournée vers elle dans le premier temps. Et ensuite, après, il a quand même fallu se faire diagnostiquer en France parce que c'est important. Il faut absolument, je parle à toutes les femmes qui nous écoutent, si elles sont touchées par le lipœdème ou qu'elles connaissent des gens, des femmes touchées par le lipœdème, c'est hyper important de se faire diagnostiquer parce qu'on n'a pas de enfin, on n'a pas de chiffre exact oui. sur la prévalence de la maladie et on en a Mm. par C'est avance. sous-estimé. Exactement, c'est sous-estimé. Donc il faut se faire diagnostiquer, même si après, effectivement, on est un peu seul dans notre parcours derrière, il faut se faire diagnostiquer. Et pour ça, bah, les femmes, elles se sont organisées entre elles, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Et Claire, donc, qui a un compte sur Instagram, Lipœdème en Claire, elle a monté un annuaire collaboratif sur lequel est recensé les angiologues et les spécialistes qui connaissent la maladie. Voilà. Après, je mets des parenthèses, parce que même si des fois ils connaissent, mais ils sont quand même pas à la pointe du dernier article qui est sorti, ou alors ils vous prescrivent pas forcément ce qu'il faut. Enfin voilà, mais ils sont aptes à diagnostiquer potentiellement un lipœdème, plus qu'un angiologue lambda dans l'annuaire des pages jaunes, quoi. Et c'est ça qui est dramatique aussi, c'est-à-dire que les professionnels de santé en France ne sont pas formés au lipœdème. Je le sais, je suis infirmière et étudiante ostéo, donc j'ai fait doubles études de santé. Il n'y a pas une fois où on m'a parlé de lipœdème. Je ne savais pas que ça existait jusqu'à ce que je sois concernée par alors que toute ma carrière, enfin ma carrière, j'avais 8 ans, j'ai rencontré des patientes qui étaient touchées par le lipœdème, c'est sûr et certain. Et la prise en charge n'est pas la même pour quelqu'un qui est touché par un lipœdème que par quelqu'un qui est juste obèse ou en surpoids. Enfin, juste, je me comprends. Hein, Oui, bien sûr. Mm. mais c'est pas les mêmes axes de travail. Voilà. Donc ça, c'est une belle ressource, mais ça reste un annuaire collaboratif qui émane des patientes. C'est pas quelque chose d'officiel et pas normal. Bon, c'est déjà quand même ça. Mais c'est parfait, c'est une très belle ressource, c'est ce que je dis. Et il faut que
je fais énormément de publicité d'ailleurs à Claire et dans nombreux de mes posts, il faut se faire diagnostiquer et pour ça, il faut prendre rendez-vous avec quelqu'un qui est dans l'annuaire de Claire, du lipœdème en Claire. Il y a pas, sinon, vous courez, enfin, vous pouvez prendre le risque hein, si vous avez du temps à perdre, mais il y a de grandes chances pour que le mec vous dise mais non, c'est des conneries, mais non, c'est marketing, mais non, je Ouais, connais pas. Voilà, c'est une réalité aussi ça quand même, hein. ouais, j'imagine bien. Ouais. Cette idée de communiquer sur le lipodème sur les réseaux sociaux, comment t'es venue cette idée et Et ben, quand j'étais encore cet été, j'en ai vu un paquet des comme moi, quoi. Des comme moi ou des gens de poteau, hein, parce que globalement, il y a ces deux formes, hein, plutôt de cheval que de poteau, en gros. J'en ai vu, mais tenter plus. Et je me suis dit, mais. Et toutes, on est pareil, on n'ose pas se montrer, on n'ose pas mettre de robe, on est en short, mais on a honte de nos jambes. On se cache, on n'est pas à l'aise sur la plage, etc. Et alors déjà, le diagnostic m'a permis de, comme je disais tout à l'heure, d'une vraie libération, de me dire, mais en fait, je mérite d'exister, quoi. Certes, je suis en surpoids, mais il y a une raison. Enfin, en fait, moi, ce qui me gênait profondément, c'était cette différence entre mon hygiène de vie, ce que je mets dans mon assiette, ce que je fais, ce que je bouge, tout ce que je fais en thérapie, parce que je suis en thérapie depuis quelques années maintenant. Donc vraiment, j'essaie de prendre soin de ma santé sur tous les plans que ça comporte et l'apparence que j'ai. Il y a une corrélation en fait. Ça me gênait énormément. J'arrivais pas à l'accepter. C'était en fait. Et donc le diagnostic, en fait, il est venu lier les deux, quoi. Ça a donné du sens à tout. Et, et donc, l'envie d'aider les femmes, tout simplement, quoi. L'envie d'aider les femmes, l'envie de plus voir ces femmes, ces vieilles dames dont je te parle, qui souffrent le martyre, qui n'ont plus de vie sociale, qui n'ont plus de vie tout court, qui sont obligées d'être dans des EHPAD parce qu'elles ne peuvent plus se lever pour se faire à manger, parce que leurs jambes sont tellement énormes et leur font tellement mal que ce n'est plus possible. Et alors, maintenant que je sais ça, moi, je peux pas rester dans mon coin et me dire, bah voilà, je m'occupe de moi et puis c'est très bien, quoi. C'est pas ma mentalité, je ne sais pas faire ça. Et donc, du coup, mon but, c'est vraiment, vraiment de me battre pour ouais, qu'il y ait une vraie reconnaissance de cette maladie en France, parce que c'est reconnu par l'OMS, par de nombreux pays, mais la France, on pagaille à 10 kilomètres derrière. De me battre pour la reconnaissance de la maladie, pour la formation des professionnels de santé. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, réellement, c'est pas hyper compliqué de diagnostiquer un lipœdème quand on est un médecin, quoi. ouais, Ou qu'on voit ça, qu'on est c'est plus infirmière. difficile à diagnostiquer. Bah, c'est facile, comme je disais, il faut Ouais. quoi, mais un minimum de connaissances. Mais en une formation d'une journée en e-learning, c'est bon, quoi. Les mecs, ils peuvent le faire. Voilà, s'intéresser à ça, s'intéresser au vécu des patients, s'intéresser à ce qui se passe ailleurs dans le monde, se battre pour que les parcours de soins soient adaptés, quoi, et qu'on ne coûte plus un bras de nos poches à nous, parce que ça coûte quand même un bras de tous les soins, quoi, que ce soit le traitement conservateur avec les collants à myplatrectine qui coûte un bras, ou les opérations, ou même la... J'imagine que c'est pas remboursé par la sécurité sociale, tout Euh, ça. là, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est une centaine d'euros sur une paire de collants. Mais une centaine d'euros sur un collant qui peut coûter, selon l'endroit où tu le prends, de ta poche entre 90 et il y a des mecs qui prennent 500 euros carrément. Donc c'est vrai, c'est un peu le problème aussi, c'est que derrière, tu vois, tu as un business qui s'installe, quoi. Ouais, Euh, et ça, c'est voilà, c'est une petite partie remboursée par la Sécu, mais tu as besoin de plusieurs collants. Tu ne mets que ça tous les jours. Donc, tu peux pas avoir un collant, il faut avoir plusieurs collants. oui, Et forcément. taille, changer de taille parce que c'est sur mesure. Mm. L'alimentation anti-inflammatoire, c'est pareil, c'est super, mais ça coûte de l'argent hein, de se nourrir comme il faut dire ce qui est. Euh, Tout le monde n'a pas les moyens de prendre des cartes pour aller faire de la piscine ou de l'aquabike. Personne ne peut aller chez le kiné se payer 100 balles de drainage lymphatique manuel une fois par semaine. Donc clairement, rien n'est fait pour ces femmes en fait. Et c'est vraiment délétère pour la santé de ces femmes. Dans les études qui sont déjà disponibles, quand on voit l'impact que ça a sur les dépressions, le moral,
forcément. Le comportement alimentaire et tout ça, mais c'est désastreux en fait. Et je le rappelle, 10% des femmes, donc c'est énorme quoi. Et c'est sous-estimé. Comment? Et Et c'est sous-estimé. exactement, mais bon, on va parler de ce qu'on sait. Après, moi, j'aime pas trop avancer sur les trucs voilà, mais oui, effectivement, ça, c'est sûr que c'est sous-estimé et c'est 10%. Donc, tu es diagnostiqué il y a quelques mois, juin 2023, c'est ça? Mais Et tu décides dans la foulée de faire ton opération? ouais, parce qu'en fait, ça fait, comme je disais tout à l'heure, donc ça fait 3 ans que je mange anti-inflammatoire. Alors, je vais pas être celle qui prône l'alimentation anti-inflammatoire stricte sans jamais aucun écart. C'est une pure connerie. Mm. C'est un et ça se rapproche d'une conduite Oui. alimentaire Ouais. qui n'est pas saine. Faut pouvoir savoir manger un croissant quand on en a envie, quand on a faim, avec sa famille, le dimanche matin, sans culpabiliser, sans se dire qu'on fout tout en l'air, etc. Faut arrêter. Ok. Enfin, je dis Mm. ça, faut arrêter. Attention, hein, j'ai galéré. Hein. J'ai galéré avant de manger un croissant le dimanche matin, sans culpabiliser, etc. Euh, Mm. 3 ans, donc je mange anti-inflammatoire. Je mettais le collant depuis. J'ai commencé à porter le collant en hiver 2023, 2, pardon, enfin fin d'année 2022, et je n'avais pas d'amélioration de mes symptômes de douleur. Donc en Mm. fait, j'avais rendez-vous avec la chirurgienne au début à titre d'information, puis en fait j'ai décidé carrément, enfin je sais pas, dans la semaine qui suit, de prendre rendez-vous pour l'opération parce que ça m'empêchait de. Enfin voilà, les douleurs étaient telles que ça m'empêchait de dormir, que j'arrivais même plus, je n'arrivais plus à me passer de la contention. Le moindre, un verre de vin ou 2 verres de vin au repas avec les copains, ça me déclenchait des douleurs terribles. D'accord. Enfin, l'alimentation a vraiment un impact incroyable sur cette maladie, mais après ça, c'est propre à chacune aussi. On n'est pas toutes sensibles aux mêmes choses, et c'est important de le dire, que ce qui va aller à l'une ne va pas aller à l'autre. Et moi, j'ai mis 3 ans avant de trouver enfin 2 ans avant de trouver mon équilibre et que ça soit devenu un vrai mode de vie sans que j'y réfléchisse, sans que ça Ouais. soit une contrainte ou une corvée. Et, et du coup, ouais, j'ai décidé de me faire opérer assez rapidement. Et je regrette pas du tout, même si je n'en suis qu'à une opération sur 3. Mais ça s'annonce. C'est un truc qui se passe en Allemagne, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est en Allemagne, à Essen. Et c'est super. Enfin, c'est pas du tout les mêmes prises en charge qu'en France. C'est assez déconcertant, surtout quand on est infirmière et qu'on a l'habitude et qu'on connaît bien les blocs, les salles de réveil, les chambres d'hospice et tout. C'est pas du tout la même chose. Et c'est très plaisant. Ça abaisse le stress. Donc voilà, j'ai fait une opération sur 3, il m'en reste 2 et je suis bien contente d'avoir géré le plus gros de mes troubles du comportement alimentaire avant, bien en avant de ça, bien en amont, parce que clairement, ce que je retrouve aussi beaucoup dans les échanges que j'ai avec les filles sur les réseaux, il y a 2 choses. C'est l'échec de l'opération parce que derrière, il n'y a pas elle ne réalise pas que l'opération seule, ça sert à rien. Hein. La base du traitement du lipœdème, c'est le traitement conservateur, quoi. Si on se fait Mm. opérer en pensant pouvoir faire ce qu'on veut derrière, sans se considérer comme malade, entre guillemets, et avoir du coup un traitement, enfin une stratégie en tout cas, clairement, on va sur un échec de l'opération. Ça va durer un moment, les résultats, mais ça peut pas être magique, c'est pas possible. Donc il y a l'échec de l'opération où il y a le je suis jamais satisfaite de ce que j'ai. Mm. Parce qu'en réalité, le problème, c'est l'image que j'ai de moi, c'est pas du tout mon Exactement. corps. Et, Mm. et du coup, j'assiste, enfin, je suis témoin d'opérations de femmes qui sont d'une minceur dingue. Certes, elles ont peut-être un lipœdème, je dis pas l'inverse, mais elles sont minces, mais de ouf, hein. Je parle, Mm. je suis étudiante ostéo, des corps en soutif, j'en vois très souvent et beaucoup, quoi. Elles sont très minces et elles se font enlever mais des litres et des litres de graisse sur les jambes euh, parce qu'elles se trouvent grosses, quoi. Ouais. Et là, le problème, mais c'est pas ton corps, chérie, quoi, c'est dans ta tête. Ouais, exactement. Mm. Et du coup, le problème, c'est qu'elles sont opérées et elles se sont pas inquiétées
leur santé mentale, quoi, du tout. C'était pas... C'est assez déconcertant. Moi, je me suis toujours dit, putain, mais c'est quand même pas normal de penser à la bouffe tout le temps, quoi. Que ça soit... Alors, quand je dis penser à la bouffe, c'est élaborer des stratégies. J'étais pas... Enfin, Oui, 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 bien sûr. après une forte période de restriction, ça pouvait être effectivement des obsessions alimentaires. Envie genre d'un Big Mac, je mange pas McDo, mais d'un tacos, ou bref, peu importe, de frites au cheddar, quoi. Et ça tournait en obsession parce que j'étais dans une forte période de restriction et ça devenait une obsession complètement. Mais je me suis toujours dit, depuis que mon premier régime à 14 ans, ce n'est pas normal de penser à la bouffe tous les jours, quoi. La nourriture, c'est fait pour se nourrir, pour vivre, quoi. Parce que survivre, on n'en est pas là dans notre pays, mais bon, Quand ça occupe toutes les pensées, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne exact. quelque part. Mm. Et c'est ça que je trouve le plus dingue, c'est que c'est d'être déconnecté et de pas se rendre compte qu'on pense qu'à... Mm. Mais c'est dur. Je dis pas que c'est pas, je dis pas que c'est facile. Attention, jamais de la vie je viendrai donner des conseils. Enfin, chacun a son parcours. Et ce qui est intéressant, je trouve, de parler de ça ce soir sur ton compte, c'est que moi perso, ça a été la thérapie, psychothérapie de base, hein, avec une thérapeute incroyable, mais que j'ai mis du temps à trouver, mais voilà, avec elle j'avance énormément. Plus quelques consultations quand même avec une diététicienne spécialisée dans les TCA et qui connaît le lipœdème. Euh, euh, et le combo des deux a fait que j'ai réussi par finir à gérer, on va dire, à plus subir mes troubles du comportement alimentaire. Mais je me rends compte que j'ai l'impression, mais ça après, j'ai pas d'expertise dans le domaine, c'est un peu comme l'alcoolisme ou le tabac, quoi. J'ai l'impression que si tu as eu des TCA, tu peux rester, tu es un peu fragile dans ce domaine-là Et pendant longtemps. il peut y avoir bien sûr des fragilités qui Voilà. restent. Des Et fragilités. peut-être que je me gourre, et peut-être qu'avec ce que je fais, je vais finir. De toute façon, là, je vais en parler avec la psy, puisque je suis en plein dedans. Peut-être que Oui, mon corps a changé. Euh, et alors, si je me regarde, moi, je me regarde. Il faut savoir que j'ai toujours souffert de dysmorphophobie, c'est-à-dire que quand je me regarde dans un miroir, je ne regardais que mon visage et mon buste, qui mm, sont normaux avec mes clavicules. Enfin voilà, j'ai pas le lipœdème ne touche pas ça, donc du coup, oui, bah, forcément, c'était la facilité. Je ne regardais que ça, je ne me regardais pas dans les miroirs. Et quand je me voyais moi, ma projection à moi, je me voyais pas du tout comme j'étais réellement. Je me voyais beaucoup plus mince, moi. Et quand je voyais les photos, c'était un choc énorme parce que je ne me voyais pas du tout aussi costaud. Et là, du coup, je me dis que bon, mon cerveau me joue des tours parce que donc je viens de me faire quand même enlever 8 litres de graisse sur les cuisses. Et quand je me regarde comme ça, eh ben, je me trouve comme avant en oui. fait. Alors que quand je vois les photos, absolument pas comme avant. Mm. Les jambes ont carrément changé, je n'ai plus du tout les mêmes jambes. Et pour autant, quand je me vois comme ça, eh ben non, j'ai l'impression d'être comme si j'avais jamais été opérée. Donc là, je sais qu'il va falloir absolument que j'en discute avec la psy quand j'y retourne la semaine prochaine ou je sais plus quand, qu'il faut que je m'en occupe, quoi. Ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal. Et moi, ça, je pense que c'est entre bien choisir son chirurgien et s'occuper de ses troubles du comportement alimentaire, c'est les deux conseils, on va dire, universels Mm. que je donnerais à toutes les femmes qui sont atteintes de l'hypo. Et je rajouterais même travailler la perception qu'on a de son corps, et ça, on le fait très bien en sophrologie. Oui, mais Parce que, ouais, complètement. C'est pour ça, et je trouve ça d'autant plus intéressant. C'est ça que je d'habiter réellement son corps, fais. d'apprendre à habiter son corps déjà avant l'opération, pour qu'après, ça suive. Tout à fait. Et être à l'écoute de son corps. Parce que Ouais, ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne le sont pas. Moi, ça, enfin, je dis que c'est que la psychothérapie, mais c'est pas vrai, il y a eu plein de choses. J'ai beaucoup médité, enfin, j'ai fait plein de ouais, petits trucs, plein de petites thérapies. J'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses qui font que mis bout à bout, bah, finalement, je pense que c'est un travail des années, quoi. mm, Qui fait que je suis en paix maintenant aujourd'hui, que je peux manger mon croissant sans y penser, et qu'il n'y a plus un jour de ma vie où je me dis, ah ben allez, demain je m'y mets, je peux profiter aujourd'hui. Ça, c'est mm. fini, quoi. Ça fait 1 an et demi que c'est fini, ça. Et, et je pense que c'est tout ça mis bout à bout. Mais je pense, par contre, c'était ça que je voulais dire, que je suis personne pour dire faites ça ou faites ça. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait de technique idéale. Je pense qu'il y a plein d'outils. La sophrologie, elle en fait partie, pour moi.
comme l'hypnose, comme la diététicienne, Oui, comme la psychothérapie, comme un milliard de trucs, enfin vraiment, comme. quoi. Ouais. Euh, donc chacun doit trouver le sien, mais il faut s'en occuper, quoi. Mais c'est Mm. pour ça que je trouve ça intéressant de faire ça avec toi ce soir, parce que effectivement, la sophro, moi j'aime beaucoup ça. Alors là, j'en fais plus, j'en ai eu fait. J'ai une copine qui est prof de sophro. Enfin voilà, c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. Je sais qu'il y a des super résultats. Euh, et si ça doit être ça pour les femmes qui sont atteintes de lipœdème, pour s'occuper d'elles, pour réussir à se connecter à leur corps, à leurs sensations, etc., mais il faut le faire, quoi. C'est je trouve ça fondamental en fait, voilà, de s'occuper de son rapport à l'alimentation quand on a un lipœdème, et puis pas que quand on a un lipœdème, de toute façon, hein, quand on a des troubles du comportement alimentaire en général. Mais c'est important, et ce qui est important aussi, c'est vraiment ce que je dis, j'ai fait un réel il y a pas longtemps là-dessus, sur les troubles du comportement alimentaire, c'est pas forcément se faire vomir ou faire des crises de boulimie terribles, ou ne plus se nourrir du tout pendant des semaines, être anorexique, à vomir et à garder ses repas dans un tiroir. C'est plus complexe que ça. Ouais. Exactement. Et c'est plus vicieux même, parce que même les femmes ne se rendent pas compte. Et j'ai fait ce réel, et j'ai plusieurs femmes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mais j'avais jamais capté. Qui me disent, mais tous les jours, je pense à la bouffe, à ce que je vais manger, dans quel ordre et pourquoi. Et je dis, mais ça, en fait, c'est pas normal, quoi. Ce n'est pas normal. J'ai dit, la plupart enfin, la plupart des gens, les gens qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire ne pensent pas comme ça. Ils arrivent dans le frigo, ils disent, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Alors que nous, on échafaude des stratégies, des machins, des trucs, et tous les jours, et À partir du moment qu'il y a des stratégies, qu'il y a des comportements qui sont euh, inadaptés, vraiment entre guillemets, c'est qu'il y a quelque chose à travailler sur son rapport. Alors, pas qu'à l'alimentation, parce que les troubles alimentaires, l'alimentation, ça exprime quelque chose qui ne va pas au fond de soi. oui. C'est pas contre l'alimentation en soi. Ah oui, oui, oui. Et puis, après, c'est trop. Moi, vraiment, je crois que c'est pour ça aussi que je change de métier, c'est on déconnecte trop le corps du mental, et dans la médecine occidentale, hein, et je trouve que c'est une erreur. Bah, C'est une vraie grosse. Là, ouais. on en revient enfin, dans notre école d'ostéo, tu vois, par exemple, il y a souvent ce débat. Je vois des femmes dans la rue, je suis sûre qu'elle est atteinte de lipœdème, est-ce que je vais la voir pour lui dire? Mais non, meuf, jamais tu fais ça. Parce que tu sais pas le modèle biopsychosocial de la personne que tu vas voir. Tu sais pas si la personne est en mesure de recevoir ça. Tu sais pas, aussi bien son mec vient de se jeter par la fenêtre. Jamais de la vie, en fait, il faut faire ce genre de choses. Mais c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école, hein. Moi, ça, c'est quelque chose que j'apprends maintenant avec l'école d'ostéo, et parce que j'ai cette sensibilité-là. Quelque part, tu le fais avec ton réseau social, enfin, avec Oui, Instagram, de dire aux femmes, là, on peut se reconnaître à travers tes posts et se dire, ben, elle est en train de parler de moi. Quand elle parle d'elle, elle parle de moi aussi. Donc, ah, mais tu le vraiment, fais je de pense pas unique, quoi. indirectement. Mm, mm. Je pense que mon histoire, c'est l'histoire de pas 10% des femmes, du coup, mais de peut-être 8% des femmes. Parce que on a toutes la même histoire, quoi. Enfin, toutes. J'exagère encore une fois, mais beaucoup, beaucoup de nombreuses femmes ont la même histoire que moi. Et si mon histoire peut servir une cause, qui est aussi importante que celle-là, puisqu'on on touche à la santé et Mm. l'intégrité du corps et de vie, bah, je le fais, quoi, en fait. Allez, c'est parti, quoi, je monte mes fesses. Je m'en fous, en fait. Vraiment, ça n'a pas de... Alors, j'ai vu que récemment, tu avais mis une story par rapport, parce que bon, Instagram, c'est très bien, il y a des très belles choses comme ton compte, mais il y a aussi des dérives. Quelles sont les dérives justement sur Instagram concernant le lipœdème? Alors, Alors, il y en a beaucoup concernant les TCA, mais du coup, j'ai moins de visibilité eh sur oui, le lipœdème. Est-ce que tu peux ouais, en je parler? comprends. Euh, les dérives, c'est compliqué, parce que Faire attention quand on est sur Instagram et alors Instagram ou Facebook, hein, et qu'on, voilà, on fait ses propres recherches. et aux histoires des gens. Moi,
c'est ce que j'essaye de faire. Alors, je partage de moi, de mes émotions, machin, ça va être plutôt en Mm. story. Mais par contre, ce que je partage dans mes posts, dans mes réels, ça va être du Ouais. scientifique. Ça sort. C'est sourcé, en plus, tu mets toujours les Ouais, sources, ouais. c'est factuel, c'est sourcé. Vous pouvez aller trouver l'étude trop fastoche. Moi, c'est ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est pas de faire dans le sensationnel ou dans la victimisation. Je suis pas Calimero, j'ai besoin de la pitié de personne. Ma vie, enfin voilà, j'ai pas envie de jouer dans l'émotionnel à mort, ça m'intéresse pas. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire avancer les choses pour de vrai. Donc, ça veut dire faire. Voilà, je fais plein de choses dans l'ombre. Que ça, voilà, c'est pas palpable sur les réseaux, mais il se passe des choses dans l'ombre qui vont bientôt sortir de l'ombre, peut-être, pour la vraie reconnaissance de cette maladie, etc. Mais il y a des gens euh, qui utilisent, enfin, alors, bon, pour parler d'influence, par exemple, moi, j'ai aucun problème avec les influenceuses qui ont une influence positive, qui ont une influence sensée, qui ont une influence constructive. Au contraire, je trouve ça super que des gens qui ont de l'influence puissent faire passer des messages bien, puissent avoir des codes promo pour des trucs chers, mais qui sont fabriqués en France par le petit artisan machin et qui l'aident à développer ses produits. Ça peut avoir du sens d'avoir de l'influence. Mais le problème, c'est que les personnes qui sont atteintes de lipœdème à ce jour, qui ont des gros comptes, sont pas voilà, je suis pas forcément d'accord avec les produits qu'elles vendent. Je suis pas forcément d'accord avec la façon d'aborder les choses, Mm. les infos qui sont données. Elles font pas forcément attention aux infos qu'elles donnent. C'est pas forcément vérifié, c'est pas forcément sourcé, et ça me gêne un peu. Et puis après, il y a le piège de tomber dans le de s'arrêter à des témoignages. On choisit pas son chirurgien sur Instagram, quoi. On choisit son chirurgien en allant chercher son CV parce que c'est accessible, c'est Ouais, plus bien sûr. commun. Mm. On choisit un chirurgien avec ce qu'il nous raconte, avec sa formation, avec l'expérience qu'il a dans le domaine dans lequel il prétend être expert. On choisit pas un chirurgien sur Instagram, jamais quoi en fait. Ou parce qu'une meuf nous a dit ah ouais c'est bien, c'est pratique, il est pas loin. Non, c'est compliqué quand même une opération du lipœdème, il peut y avoir des graves complications. Ça peut entraîner des lymphœdèmes. Si le chirurgien touche le réseau lymphatique, ça peut entraîner des lymphœdèmes consécutifs à l'opération, c'est un peu emmerdant, n'est-ce pas? Il peut y Mm. avoir des choses, enfin il y a des risques d'embolie, il y a des risques de plein de choses. Mais voilà, enfin On laisse pas sa santé entre les mains d'inconnus sur c'est Instagram. exactement, exactement. Et on se méfie et on regarde d'où viennent les infos, quoi. Enfin, il y a des nanas, des milliers de gens les suivent Ouais, et c'est un peu le cri du désespoir. On est prêt à tout quand on est désespéré. mais alors après, il y a de ça, mais il y a aussi des gens qui utilisent ça pour avoir des privilèges aussi. Enfin, tout n'est pas. Oui, Faut faire attention, faut être prudent. Voilà. Moi, je dis pas, je ferai jamais de partenariat. C'est pas vrai. Si jamais on me oui, bien sûr, oui. Mm. peut permettre à des nanas d'acheter des collants Oui, bien 10% moins sûr. cher, Mm. c'est complètement bête, quoi. À partir du moment où ça respecte mes exigences et mes valeurs à moi, qui, je pense, ont du sens. Mais voilà, moi, après, je vais jamais faire de la pub pour des jouets pour mes gamins. Ouais. Je sais pas. Il y a des trucs qui m'échappent un peu. Et après, ça, c'est mon avis perso. Mais voilà. Et en tout cas, ce qui est sûr, je sais que je te rejoins complètement. Il y a de tout et de rien à boire, à manger, du noir et du blanc. Il faut faire attention. Mm. Garder son libre arbitre et toujours, voilà, être curieux. Il y a, t'as toujours une antithèse à toute thèse. Donc, Ouais. voilà. Faut rester sensé. Alors, ce que je propose, c'est de prendre les questions. S'il y en a, là, je suis en train de remonter. Euh, alors, j'ai vu une question passer tout à l'heure, mais je ne la retrouve pas. Une personne qui te demandait ce que tu penses de la micronutrition. Alors, je t'avoue que j'y connais que dalle. Si, attends, micronutrition, c'est avec les. Ben si, en fait, je te dis, j'y connais que dalle, mais je suis allée voir quelqu'un qui fait de la micronutrition, donc c'est pas vrai. Euh,
En tous les cas, ça ne peut pas faire de mal. Exact, c'était exactement ce que j'allais dire. Je pense que ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est euh, dans le rapport à l'alimentation qu'on a aujourd'hui, c'est se concentrer sur la qualité et sur ce qu'on mange, mais dans sa composition profonde, quoi. Mhm. Moi, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, enfin, je savais d'avant, mais je m'intéresse depuis pas très longtemps, effectivement, aux associations de molécules dans les aliments qu'on trouve. Effectivement, ça change les choses, ça, c'est dingue. Si à 16 heures, tu as envie de manger 10 Kinder Bueno, tu manges du tryptophane dans une banane et du chocolat noir, et c'est terminé. Ton envie de Kinder Bueno, elle disparaît. C'est un truc de ouf. Et enfin, en tout cas, en ce qui me concerne et ce qu'on m'a conseillé. Et il y a plein de petites choses comme ça qui sont hyper intéressantes. Moi, on m'a toujours dit, il faut jamais manger des féculents le soir. Ouais, Euh, bah, Sordine, oui, d'accord. Donc, tu fais rien la nuit, tu ne te dépenses pas, donc il faut pas du tout manger de féculents le soir parce que tu vas pas prendre les calories qu'il faut. Ok. Je suis allée voir un mec qui est incroyable, il s'appelle Olivier Bourquin, qui est coach de grands sportifs pour le coup, et qui m'accompagne dans mes opérations et qui m'a accompagné sur de la micronutrition un peu justement. Je pense que c'est ça le nom en fait. Et lui m'a dit non, non, mais là, ma cocotte, tu vas manger les féculents le soir et pas le midi. Parce que déjà, ça t'évitera d'avoir un coup de barre à 14 heures. Et, et tu dormiras mieux et tu as besoin d'énergie la nuit. Ok, d'accord. Pour les neurotransmetteurs du sommeil, etc. Et j'ai fait ça. Et depuis que je fais ça, bah, ça a changé ma vie. Hein. Ça, c'est pas. Ça joue, mais alors, sur la résolution de mes problèmes de mais ça, comportement. ne pas manger de féculents le soir, je pense que ça a fait de mal à beaucoup de Mais, personnes. non, mais bien sûr, comme manger hyper protéiné à Oui, CON. Enfin bref, qu'on a tout ça. Hein. oui, Euh, et voilà, oui, oui, complètement, complètement. C'est des idées reçues de merde qu'on a, et alors que voilà, voilà. Donc oui, la micronutrition, oui. Mais par contre, ce que je dirais, le plus important, je crois, c'est de ne jamais vouloir tout changer d'un coup. oui, Parce que ça, c'est le gros problème qu'on a quand on a fait des régimes toute sa vie, oui. etc. Mettre par exemple à l'alimentation anti-inflammatoire. Les filles me disent, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire. Mais moi, ce que je dis maintenant, Rien faire ou faire de manière trop stricte et très rigide. ouais, ça, et surtout de mettre en place les choses doucement. Oui, Et commence par changer ton pain. Une fois que le pain, tu auras trouvé le pain que tu adores à la Biocoop, Châtaigne, et que ça y est, c'est bon, c'est lui, il te satisfait autant que pour le goût, que pour la texture, que pour ce que ça te procure, parce que c'est aussi un plaisir de manger, il ne faut pas que ça soit une contrainte. Une fois que ton pain s'est validé, que tu as trouvé ton organisation, machin, eh ben, tu passes à autre chose. Passe à tes pâtes, passe à ton. Voilà. Et faire des choses petit à petit. Ne pas vouloir tout balancer d'un coup. Et paf, d'un coup, je mange tout anti-inflammatoire. Non, mais non, c'est le meilleur que ça ne marche jamais. Pour que ça puisse être une habitude petit à petit, quoi. Moi, ça, c'est vraiment. Ça va avec le reste des conseils que je donnerai. C'est une chose après l'autre. Le temps. Le temps. ça coûte une fortune, l'alimentation anti-inflammatoire. Ouais. D'accord. Je suis complètement. Après, voilà, il faut trouver des astuces. Moi, par exemple, le pain, j'ai mis 1000 ans à trouver un pain que j'aimais. J'ai fini par trouver du pain je pense que ça existe dans toutes les biocoop de France, où des boulangers font des livraisons de pain frais. Et du coup, j'ai trouvé du pain sarrasin, riz ou riz châtaigne, qui est excellent. Et ce que je fais, c'est que déjà, j'en mange pas de base beaucoup, mais j'en prends par exemple une tranche le matin avec mes œufs. Et ben, je le tranche là-bas et je le congèle. Enfin, j'en achète genre 8 d'un coup. Je le fous au congèle et puis je les sors petit à petit, les tranches au grille-pain et c'est parfait. Mais du coup, je le sens pas passer parce que c'est une fois, j'achète beaucoup de pain et après, c'est bon, quoi. Je le lisse en fait. Et en réalité, oui, je suis d'accord que c'est cher, l'alimentation anti-inflammatoire, parce que c'est beaucoup de légumes, c'est beaucoup de fruits. Si on a du gluten, bon, après, le riz, ça va bien 2 minutes, mais on veut aussi des substituts de pâtes, de machins comme ça. Et franchement, oui, ça coûte cher, mais de toute façon, je pense que tout coûte cher maintenant, clairement. Hein. Et de pire en pire. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se mettre. Oui, il faut faire du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Que ça soit les moyens
dans le portefeuille ou les moyens de force, tout simplement. Quand vous venez de... Un peu que pas du tout. Comment? Ouais, moi je pense que c'est mon... Au départ, quand j'ai commencé l'alimentation anti-inflammatoire, j'avais lu les livres de Seignalé et tout ça, là, pour ma sclérose en plaques. Le mec, il est drastique, quoi. C'est Ouais. ou, ou rien, quoi. Donc, c'est-à-dire, tu manges un morceau de pain comme ça, avec gluten, dans ta semaine, ben, c'est comme si tu n'avais rien fait, tu reprends tout dès le départ. Pour le beignet. Donc, moi, je me suis dit que ça, c'était pas possible. J'ai réussi à faire ça 6 mois strict, hein, quand j'ai pété un plomb, quand j'ai pété un plomb. Puis tu risques de glisser justement dans des comportements alimentaires. Ouais, moi, je trouve que ça te plonge dans des comportements, des conduites pas saines, en fait. Et oui, je pense profondément que un peu, c'est mieux que rien. Que c'est toujours gagné, que ça baisse. Que si tu es un peu sensible au gluten, parce que pareil, on n'est pas forcément obligé de manger sans gluten, hein, ça dépend des sensibilités de chacun. Moi, je l'ai expérimenté et j'ai bien vu que le gluten et les produits laitiers, enfin certains produits laitiers me font plus de mal que d'autres. Au niveau digestif, il y a une répercussion immédiate, donc c'est clair. Mais du coup, ça m'empêche pas d'en manger de temps en temps quand j'ai envie, hein, franchement. Hein. Bon, après, c'est rare parce que j'aime pas trop les viennoiseries, les machins comme ça, je suis plutôt salée, mais voilà. Tout ça pour dire quoi? Que mercredi, j'ai perdu mon fil. Ah oui, à la base, j'étais partie sur du strict pur, et je trouve que c'est une connerie, qu'il vaut mieux rien, et qu'il vaut mieux faire peu que ne rien faire, que ça baisse pour moi, ça baisse forcément un peu l'inflammation chronique, et ça apaise un peu les intestins que de faire un peu, quoi. Ouais, c'est mon avis. C'est mon avis, c'est pas. Il y a tellement, ça c'est pareil, hein. Il y a des thèses, des antithèses, Oui. euh, Puis c'est propre à chacun. C'est vraiment propre à chacun. et c'est propre à chacun, c'est propre à chacun, sa sensibilité, etc. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. On peut pas faire, enfin, ce qui a été scientifiquement prouvé, c'est le régime méditerranéen. Ça, Ouais. là, il y a des études scientifiques là-dessus. Le régime méditerranéen, c'est le régime anti-inflammatoire par excellence qui a été scientifiquement prouvé à grande échelle. Et après, le reste, c'est discuté, mais ça reste réel. Enfin, c'est discuté, mais moi je sens bien que si je bouffe du gluten ou certains types de. Si je mange de la crème fraîche par exemple, mais c'est l'enfer, quoi. Tout de suite, j'ai Ouais. une immédiate dans mon système. Alors que je suis pas allergique. Donc voilà, il y a des choses qui sont pas encore prouvées, mais on peut pas tout prouver en claquant des doigts, donc il faut être patient. Mais voilà, je suis d'accord, chacun sa sensibilité et faites les choses petit à petit. Ne vous mettez pas des objectifs de ouf inatteignables. Rien. C'est comme pour le sport, ça sert à rien. Faites un truc que vous aimez. Si votre médecin vous a dit non, il faut faire de la piscine, c'est comme ça, pas autrement, c'est le meilleur pour le lipœdème. Non, si vous aimez pas nager, que vous détestez l'eau, allez danser ou marcher, quoi. C'est complètement con. Ça n'a pas de sens. Il faut faire quelque chose que vous aimez. Il faut vous fixer des objectifs atteignables. Ouais. Voilà. Et pas être avec soi et pas se mettre des. L'échec assuré dans peut-être pas Ouais. maintenant, moi ou dans un an ou dans 2 ans. Et C'est ça, voilà, moi un peu. comment? Et se foutre la paix un petit peu. Exact. Et être doux avec soi, complètement. Et apprendre à s'écouter et faire des trucs de sophro, d'auto-hypnose. Enfin, moi, je fais beaucoup d'auto-hypnose le soir avant de dormir et c'est génial aussi. Enfin, voilà, il existe plein de choses pour. Voilà, après, c'est une maladie. Une maladie, il faut s'en occuper, malheureusement. Donc, Alors, Léna, on a tourné l'heure déjà. Il y a tellement de choses à hein, dire, mais j'ai peur qu'on puisse pas le remettre en replay. Est-ce que tu as un mot de la fin, une petite là pour vous. conclusion? N'hésitez pas à venir me voir. Je réponds à tout le monde et je ne mords pas. Et méfiez-vous. Méfiez-vous, gardez votre sens critique et il y a des solutions. Voilà. Il y a des Ouais, solutions. ouais. Il y a plein de solutions. Alors moi, je tiens vraiment à te remercier, Léna, pour ta disponibilité, pour tes réponses, pour ce témoignage qui, je suis sûre, va servir à beaucoup de femmes. Et merci, merci pour tous tes partages sur Instagram qui m'ont beaucoup servi aussi à titre professionnel. Bah, avec Donc, grand plaisir. C'est tout l'objectif en plus, quoi. Donc merci. merci à tous. Et si vous avez des questions, ça sera en replay, j'espère, si on n'a pas trop Je te laisse dépassé. faire, du coup. Là, c'est toi qui gères. Ouais, je vous Ouais. laisse faire. Et, voilà, ça sera en replay. Et merci pour votre Ouais. participation. Merci à tous. Merci, Nathalie. Merci, Thomas. Merci Salut. encore.